Débat de la semaine. Il y aura 40 ans demain, François Mitterrand devenait le premier président de gauche de la Ve République, 23 ans après l'instauration de celle-ci. Un président élu sur un programme clairement à gauche, les 110 propositions, qui dans les 2 premières années de son mandat gouvernera clairement à gauche, oui, avec les nationalisations des plus grandes entreprises françaises, les lois sociales comme la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans ou les 39 heures, ou les lois sociétales comme l'abolition de la peine de mort ou la suppression des tribunaux militaires. Mais ça, c'était avant 83 et le fameux tournant de la rigueur. Un tournant de la rigueur qui ne l'empêchera pas d'être élu avec un écart de voix plus large face à Jacques Chirac que 7 ans plus tôt face à VGE, qui était pourtant président sortant. Un septennat marqué d'entrée par l'ouverture au centre, qui sera entaché par les affaires et se terminera par une seconde cohabitation. François Mitterrand restera-t-il le dernier président de gauche? Pour le moment, vous êtes 67% à dire oui sur Twitter. Avec nous pour en débattre, on l'a entendu tout à l'heure, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, publié chez Iridium Documents. Rebonjour. Et Thomas Guénolé, politologue, auteur du livre noir de la mondialisation, publié chez Plomb. Bonjour. Ah, les micros, messieurs, le bouton rouge. Bonjour. Alors, tout d'abord, question clin d'œil à tous les deux. Quel souvenir gardez-vous du 10 mai 1981 ? Alors, un souvenir personnel du 10 mai 1981, ça ne va pas être possible puisque je n'étais pas né et donc je ne vais pas faire mon Hervé Morin à votre antenne. Avec le 6 juin 44. Voilà, donc je n'existais pas à l'époque. Je n'étais même pas un clin d'œil lubrique dans le regard de mon père. Et vous, Nicolas Corato? Moi, j'avais 6 ans et comme tous les gens de ma génération qui avaient cet âge-là, on se souvient tous du 10 mai 81, même si on s'en souvient pas concrètement, puisque une sorte de légende familiale s'est nouée qu'on a complètement intégrée. Donc je peux vous raconter la soirée du 10 mai 81 de 19h jusqu'à 2h du matin, même si je ne me rappelle pas l'avoir vécu, mais la légende. Votre mère, tout ça. J'étais dans une caserne militaire, dans une caserne de gendarmerie. Voilà. Ah oui. Donc votre père était gendarme. Mon père était gendarme, ma mère était institutrice. J'imagine que le match devait être assez serré à la maison devant l'écran. Voilà. Alors tout d'abord, les 2 premières années de François Mitterrand, avant le tournant de la rigueur, est-ce qu'elles sont pour vous clairement à gauche? Vous voulez peut-être... Non, allez-y. Ok. Thomas Guénolé, alors. Oui, pour moi, c'est absolument indiscutable. Et d'ailleurs, il y a un mauvais procès, j'allais dire, qui est fait à François Mitterrand sur le fait qu'il n'aurait pas tenu ses promesses. C'est faux. Il a appliqué la quasi-intégralité des 100 propositions. 110, oui. 110, pardon, des 110 propositions. La quasi-intégralité, ce qui est rare. Et il a bouclé ça en à peu près 2 ans. Et quand vous lisez Jacques Attali, il vous explique pourquoi, à son avis, c'est que François Mitterrand sait déjà à l'époque qu'il a un cancer, et son médecin lui dit... Il l'a appris en novembre 81, exactement. Exactement, et son médecin lui dit, vous en avez vraiment pour une poignée d'années. Et donc, quand François Mitterrand entre à l'Élysée, il pense médicalement qu'il ne terminera pas son septennat. Et donc, pourquoi il va tellement vite dans le fait d'appliquer son programme, qui est clairement de changer de système? C'est parce qu'il pense qu'il reste 2, 3, 4 ans à vivre, pas plus. Et ça explique ce rythme incroyable quand on voit tout ce qui a été fait. Effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le programme de nationalisation, une réécriture massive du Code du travail, des changements de règles. C'est ça. Voilà, des changements de règles tous azimuts. Enfin, les gens qui pensent qu'il n'y a pas eu de politique de gauche sous François Mitterrand ne se souviennent pas des années Giscard, en fait. Ou des années Pompidou, par comparaison, par contraste. Et donc ceci pour dire que de 80 à 83, donc approximativement pendant 2 ans, non seulement François Mitterrand est indiscutablement un président de gauche, mais j'ajouterais que on parle là vraiment d'une gauche de transformation du système, c'est-à-dire que avec les réformes qu'il fait passer, et il est vraiment locomotive lui personnellement là-dedans, en réalité, il fait passer la France d'une économie mixte, certes, mais majoritairement économie de marché, à une économie dont les règles, le fonctionnement et le poids de l'État, des services publics, des entreprises publiques en font, entendez-moi bien, chaque mot est important, majoritairement une économie socialisée ou socialiste, ça veut dire la même chose. Donc on est d'accord, hein, je suis pas en train de dire qu'il a collectivisé, hein, c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste, il fait que la France devient, en l'espace de 2 ans, un pays dans lequel l'économie socialisée est majoritaire par rapport à l'économie de marché. Donc il a vraiment changer de système à ce moment-là. Au moins, dans un premier temps, c'est indiscutablement un président de gauche. Nicolas Corato, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on vit depuis 40 ans sur les acquis, qu'on soit de gauche ou de droite dans ce pays, on vit encore sur les acquis de ces 3 premières années du premier mandat de François Mitterrand. Excusez-moi, la retraite à 60 ans, c'est plus trop en vigueur. Mais on voit bien que, d'une certaine manière, ce sont ces acquis-là qui sont en train d'être attaqués. Mais
les 39 heures qui sont devenues les 35, les 60 ans à la retraite. Je parle aussi pour la gauche qui a du mal à se dire le social versus le sociétal, ça embarrassait pas beaucoup François Mitterrand. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est François Mitterrand en même temps que les nationalisations. On pouvait faire les deux, on pouvait être de gauche et avoir un programme à la fois, on disait pas sociétal à l'époque, mais avoir sociétal et social. Donc aujourd'hui, nous vivons, la société française vit encore de cette structuration qui a eu lieu sur les 3 premières années du premier septennat de François Mitterrand. J'ajoute que non seulement c'était un programme de gauche, hyper de gauche, mais en plus dans un contexte mondialisé, pas encore, mais mondial, assez complexe. Parce que aux États-Unis, on a Ronald Reagan, en Angleterre, on a Margaret Thatcher. Enfin, ils socialisent l'économie et la société française à un moment où les principaux partenaires de la France sont à rebours complètement en termes de politique économique. Et donc, face à un système international qui était contre lui, face au mur de l'argent, parce que il faut en parler aussi, c'est-à-dire que François Mitterrand est arrivé, moi j'entends peut-être l'aspect sur sa vie personnelle et sa santé personnelle, il y a aussi peut-être l'idée de prendre de vitesse toute une nomenclature qui faisait tout pour arrêter ce mouvement-là. Donc ces 3 ans ont été des 3 ans pleinement utiles, dont on vit encore aujourd'hui les conséquences. Alors justement, à partir de ça, de 83, le tournant de la rigueur, est-ce encore une politique de gauche à partir de ce moment-là? Alors, je dirais non. Non, simplement parce que on n'est plus sur une politique de transformation, on est sur une politique de gestion. Et donc, ce n'est pas, ce n'est pas faire pour le coup un mauvais procès à François Mitterrand de dire qu'à partir de 83, il ne cherche plus à transformer les choses, il cherche à gérer l'existant après l'avoir beaucoup transformé. Et donc on passe à... C'est l'époque où 83-86, c'est quand même l'époque où on change vraiment d'ambiance, où on nous parle de maîtriser de ralentir l'augmentation des salaires, de ralentir l'augmentation des prix, de limiter la dette, de limiter les déficits, etc., etc. Chacun en pense ce qu'il veut, ce n'est pas mon sujet ici. Simplement, on passe à une gestion qui est plus une gestion que je qualifierais de centriste, en fait, fondamentalement centriste. Et donc, quand vous dites, est-ce que c'est le dernier président de gauche, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, comme il a arrêté de l'être en cours de premier mandat, il s'est succédé à lui-même en tant que président, n'étant pas de gauche, mais en étant président centriste. On a eu un président à l'Élysée qui finalement a changé de bord politique en cours de mandat. Ce que je trouve intéressant. Et en revanche, juste une réflexion. Pourquoi, en France, pour répondre à votre question, est-ce que ce sera le dernier président de gauche? Oui. Moi, il y a une question que je voudrais soulever, c'est pourquoi, à un moment donné, dans nos pays riches, pourquoi à un moment donné, on ne veut plus d'une gauche de gauche? Pourquoi on préfère finalement voter pour des bords plus centristes, etc., etc. Je voudrais juste soulever cette question et dire que je ne pense pas, contrairement à un certain nombre de gens de gauche radicale, que ce soit un grand complot qui lobotomise ou hypnotise les gens ou les manipule. Je pense qu'il y a une évolution dans la sociologie électorale qui nous amène à ce résultat, mais on y reviendra peut-être plus tard. Subliminalement, vous m'avez inspiré une autre question pour la suite du débat. Voilà, je vous tendais une perche, j'avoue. Après le tournant de la rigueur, c'est un président centriste, François Mitterrand, ou pas? Je peux partager en même temps, c'est un président qui ne revient pas sur les acquis de la première partie. C'est pas une marche arrière, on fait une pause, on gère effectivement l'existant. C'est peut-être aussi un tournant, même si je pense que François Mitterrand, sur son 2e septennat, continue des réformes sociales, même si elles sont portées par Rocard, comme le RMI, par exemple, qui aujourd'hui... Mais ça, c'est dans le 2e septennat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... il y a la CSG aussi. Oui, il y a la CSG qui vient avec, voilà. On est d'accord. Oui, tout à fait. Mais quand on compare quand même les 3 dernières, les 83-86 avec 86-88, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que là, on est encore clairement à gauche. C'est-à-dire, on voit bien ce qu'est la droite à l'époque. C'est-à-dire 86-88, on n'a jamais eu un gouvernement aussi ultra-libéral dans l'histoire politique française. Donc c'est de la gauche. Avec Balladur notamment à Bercy. C'est de la gauche qui préfigure ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire la perte de la prééminence du politique sur l'économique. Et ça commence en 83, ça commence avec Fabius, et ça ne va pas cesser. C'est une idéologie qui va devenir majoritaire à gauche à partir de ce moment-là. Mais on reste dans un gouvernement de gauche qui défend quand même les acquis sociaux. Enfin, je veux dire, 81-86, c'est quand même une grande période de gauche. Justement, vous m'avez soufflé une question. On a parlé, François Mitterrand restera-t-il le dernier président de gauche? 67,5% disent oui. François Hollande, il a été un président de gauche? Ça dépend ce que vous entendez par gauche. Moi, je pense que non. Je pense que non, simplement parce que François Hollande n'apporte pas de transformation dans le sens de... Enfin,
Il y a le mariage pour tous. Il n'apporte pas de transformation significative en matière de répartition des richesses, en matière de part de l'économie socialisée par rapport à l'économie de marché, ou en matière de rôle de l'État dans l'économie. Donc, au moins sur les questions économiques et sociales, je ne vois pas en quoi on peut dire, honnêtement, que François Hollande aurait été un président de gauche. Il me semble que là-dessus, il a été un président centriste. Et sur la question que vous citez du mariage pour tous, il y a d'autres sujets moins connus. Par exemple, c'est lui qui a fait sortir le fait d'être transgenre de la définition des maladies mentales. Donc ça aussi, c'est une réforme progressiste, moins connue, mais c'est le cas. Il y a d'autres exemples de choses qu'il a faites, mais ça, pour moi, c'est plus de l'ordre du libéralisme philosophique, c'est-à-dire une sorte en fait, un centriste, un vrai centriste, pas un gars de droite modérée qui croit qu'il est centriste. Non, un vrai centriste est d'accord avec ça. Un vrai libéral est d'accord avec ça. Et donc, il n'y a pas de problème à considérer François Hollande comme étant un président en réalité centriste. Après, moi, en fait, la question ce sur quoi je m'interroge, pour ne rien vous cacher, ces dernières semaines, j'y réfléchis, c'est que, en fait, peut-être que si la gauche de transformation, la gauche de gauche en fait. Je ne parle pas d'extrême gauche, Oui. Je parle la gauche de transformation de la société. Pas juste nous ne serons pas la droite, quelque chose de plus consistant que ça. Pourquoi, dans nos pays riches, nous n'en voulons plus électoralement ? Je pense que c'est précisément parce qu'ils ont réussi en fait. C'est-à-dire que quand une gauche de transformation sociale prend le pouvoir, comme ça a été le cas en 81, elle fait passer des millions de gens, elle fait entrer des millions de gens dans la classe moyenne. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont dans la classe moyenne ? Ils ne veulent plus, eux-mêmes, continuer à voter pour davantage de répartition des richesses, de partage, etc. Et donc, on développe des causes de justice, de substitution, pour remplacer l'économique, le social, etc. Donc, on va se battre sur d'autres sujets légitimes, l'antiracisme, etc. Mais on va arrêter de se battre sur l'économique et le social parce que nous, c'est bon, ça va. Oui. Et donc, on va le faire juste à petite dose. On va passer à une gauche plus caritative que de transformation. Et donc, finalement, c'est parce que la gauche a réussi à faire passer beaucoup de gens dans les classes moyennes que derrière, ils disent « c'est bon, on n'a plus besoin de transformer, ça nous va ». C'est ce qu'on appelle avoir le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Nicolas Corato. C'est un effet cliqué, en fait. François Hollande a été un président de gauche ou pas ? Assurément non. Le mariage pour tous, pardon, mais c'est pas une réforme de gauche. Le mariage pour tous aurait très bien pu être porté par une certaine droite. Je dis pas par la droite, mais... Oui, Emmanuel Macron a fait passer la PMA. Un président de droite, à mon avis, aurait eu aucun problème avec le mariage. Il a fait passer la PMA. Et il a fait passer la PMA. Ouais. François Hollande n'est pas un président de gauche. Vous ne pouvez pas être un président de gauche quand vous mettez en œuvre la théorie de l'offre plutôt que la théorie de la demande. C'est-à-dire que économiquement, mais cet arbitrage-là, qui est l'arbitrage du début de son quinquennat, acte bien que le quinquennat ne sera pas un quinquennat de progrès social. Donc François Hollande n'est pas un président de gauche. Il a été élu sur un projet qui, je trouve, était très à gauche. Le projet de François Hollande est un projet très à gauche. On se souvient aussi du meeting du Bourget avec un Mon ennemi, c'est la finance. Très à gauche. Ouais, le discours, je suis d'accord. Le programme, on pourra en discuter, mais ça dépend lequel. Voilà. Celui de Martine Aubry était très à gauche, celui de François Hollande était moins. Là, d'accord. Mais je ne sais pas lequel a été présenté, vous non plus d'ailleurs. Donc personne ne sait vraiment pourquoi on a voté. C'est vrai. Et je pense que François Hollande lui-même ne savait pas pourquoi il avait été. Beaucoup de gens ont juste voté contre Sarkozy. Voilà. Mais effectivement, ça n'est pas, y compris des gens de droite d'ailleurs. Ça n'est pas une présidence de gauche, et d'une certaine manière, c'est pour ça aussi qu'on a du mal. On voit plutôt une continuité entre le quinquennat de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron qu'une forme de régression. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, sauf le style à la rigueur, la mise en scène. Donc on a bien. Alors juste une dernière chose sur la gauche et pourquoi on veut. Moi je suis assez d'accord. Il n'y a rien de plus égoïste qu'une classe moyenne par rapport à la défense de ses acquis. Il y a un effet cliqué. Ouais. Je pense que la classe moyenne est beaucoup plus conservatrice socialement que les grands dominants. Il y a un effet et ça c'est très compliqué. En écoutant Nicolas Corato, j'ai l'impression de relire Marx parlant de la bourgeoisie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, auteur de grandes plaidoiries et grands procès chez Heredium Documents. Merci Thomas Guénolé, politologue, auteur du livre noir de la mondialisation. Là c'est sorti chez Plomb. Verdict sur Twitter, vous êtes 67,5% à penser que François Mitterrand restera le dernier président de